Bonjour à tous. Merci à Alain de nous avoir invités pour parler de l'AVC. Et comme on sait bien, l'IRM est le gold standard en France dans toute exploration d'un patient présentant un déficit neurologique de manière brutale. Donc, je vais défendre l'IRM et mon collègue, le docteur Frédéric Ricolfi, défendra le scanner. Alors, juste pour encourager Frédéric, quand les situations paraissent désespérées, par exemple quand on s'est tous fait exploser sur la planète Hoth, quand l'amour de ma vie, Han Solo, a été jeté dans le froid par Jabba le Hutt, est-ce qu'on s'est laissé abattre? Non. Alors, que la force soit avec vous. Merci, Majesté. Alors, pour explorer un accident vasculaire cérébral à la phase aiguë, il y a le débat scanner ou IRM. Voilà. Alors, pourquoi ça revient? Parce qu'on nous bassine avec l'IRM depuis des années. Ça revient parce que maintenant, il y a un vrai traitement de l'AVC, qui est celui de la thrombectomie cérébrale. Et la thrombectomie cérébrale, il suffit de traiter 2 patients pour en guérir un. Alors que la fibrinolyse et les autres, c'est 7 ou 8 ou 14 patients pour en guérir un. Alors il faut qu'on change de façon de traiter les patients, et donc le mode d'exploration de l'AVC doit faire l'étiologie vasculaire. Est-ce que c'est un stroke mimique, c'est-à-dire est-ce que c'est autre chose? Il faut qu'on fasse un diagnostic positif de l'hémorragie, puisqu'il reste quand même quelques hémorragies. Il faut qu'on fasse un diagnostic d'ischémie et de pénombre, diagnostic positif. Ah oui, je l'ai là aussi. Et puis, il faut aussi qu'on ait un diagnostic d'occlusion vasculaire. Il faut qu'on prouve qu'il y a un vaisseau qui est bouché, et puis faire un diagnostic étiologique. La suivante, s'il vous plaît. Alors, étiologie vasculaire, qu'est-ce qui n'est pas un AVC? Alors, est-ce que le scanner peut le faire? Parce qu'on me dit, c'est l'IRM qui est le mieux. Alors, il y a la migraine, il y a l'épilepsie, il y a le sous-dural, tout ça. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Le scanner, le sous-dural, oui. Ici, là, regardez, il y a un vieil AVC, là. Mais le patient s'est aggravé. Pourquoi il s'est aggravé? Est-ce qu'il en a fait un nouveau ou est-ce que c'est autre chose? Vous faites une perfusion cérébrale, vous voyez qu'il y a une hyperperfusion tout autour de la séquelle. Ce sont des crises d'épilepsie subintrante que montre parfaitement la perfusion cérébrale en IRM. Là, c'est un déficit qui va s'accompagner de céphalées, des troubles visuels qu'on le connaît. Vous avez une modification de la perfusion cérébrale, mais ce n'est pas un vrai territoire vasculaire. C'est un peu compliqué, c'est pas net, il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas d'hypoperfusion vraie. C'est une migraine, et donc il n'y a pas besoin de le traiter. Donc globalement, sur cette étiologie, les faux diagnostics d'AVC, le scanner de perfusion permet de répondre parfaitement à cette question en quelques secondes. Donc effectivement, les strokes mimiques représentent 15 à 20% d'un patient présentant un déficit neurologique sévère. Et comme Frédéric l'a bien démontré, il y a des choses simples comme l'hématome sous-dural ou la migraine avec aura, mais dans certaines indications, dans certaines situations, la chose est nettement bien précise. Regardez cet exemple, c'est une patiente jeune qui présente un déficit depuis 2 heures et donc vous voyez, on a réalisé une séquence de diffusion, un flair qui est strictement normal et sur des séquences donc de sensibilité, de susceptibilité magnétique, on retrouve un ralentissement focal sur des veines corticales cérébrales et des ralentissements de vaisseaux tout à fait distales, amoindris par rapport au côté contralatéral, qui sont très difficiles à voir en scanner, pas toujours systématique en scanner de perfusion, et qui est un cas d'un exemple d'une migraine avec aura. Et clairement, il y a une autre situation, ça s'appelle la lacune, qui est une occlusion d'une artère perforante d'une artère cérébrale, qui représente environ 15 à 20%, ou même 20 à 30% des accidents ischémiques cérébraux. Et clairement, vous voyez le cas d'un exemple, c'est un patient qui présente une hémiplégie brutale gauche, un scanner et un angioscanner avec même un scanner de perfusion qui est strictement normal, parce que par contre, le patient est passé en IRM avec une séquence de diffusion qui dure moins de 20 minutes et ça confirme de manière positive le diagnostic d'ischémie cérébrale par une atteinte lacunaire. Et ce patient, bien entendu, il n'est pas éligible à une thrombectomie, c'est une occlusion d'une petite branche, mais la thrombectomie, ça concerne que 30 à 40% de l'ensemble des accidents ischémiques cérébraux. Par contre, il y a également la thrombolyse, qui est plus ancienne et qui pourrait avoir un intérêt dans ces situations-là. Donc ça, c'est un patient qui n'aurait pas pu bénéficier d'une technique de revascularisation
chimiques en cas de réalisation de scanner, angioscanner et scanner de perfusion. Alors en fait, pour répondre à tout ça, les lacunes, c'est justement pour ça que la voie veineuse, on a du mal à montrer qu'elle marche bien, parce qu'il y a justement des lacunes et que dans les lacunes, ça ne marche pas. Donc finalement, on s'en fiche complètement d'avoir une lacune ou pas. De toute façon, la prunéise par voie veineuse ne servira à rien, donc ça n'a aucun intérêt. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu les images d'hypoperfusion de vaisseaux bizarres. C'était quand même assez obscur sur l'IRM de voir ce qu'il a prouvé. Les vaisseaux, Alors bon, on passe à l'hématome. Est-ce qu'il y a une hémorragie? Le scanner, depuis très longtemps, on sait qu'on voit l'hémorragie, puisque le caillot sanguin est hyperdense à 80 unités Hounsfield. Donc on fait sans injection, il y en a pour 2 secondes. Un gamin de 5 ans peut le voir. On peut séparer ça des calcifications, c'est relativement simple. Alors qu'en IRM, on voit aussi, je ne dis pas qu'on ne voit pas, on voit. Alors on va nous dire, en T2 écho de radio, en plus on voit des microbleeds et tout ça, mais finalement on s'en fout, les microbleeds, aujourd'hui, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut quand même les traiter? Oui, on les traite quand même. Est-ce que ça c'est une plus? Peut-être, mais de toute façon on les traite. Donc de le savoir ou pas, ça angoisse plutôt les gens que d'apporter un bénéfice clinique. Donc effectivement, l'IRM est nettement supérieur au scanner pour la détection de ces micro-saignements cérébraux, comme vous pouvez le voir ici, sous la forme de d'hyposignal T2 étoile, vous voyez très bien ici, avec une petite hémosidérose corticale ancienne. Seul un traître, Majesté, peut avoir une telle connexion de saignement. je suis d'accord. Et finalement, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est intéressant de savoir ça? Donc, ça va permettre une certaine réflexion, mais finalement, on les traite, mais peut-être que tous les patients traités par thrombolyse intraveineuse seule, avec une quantité importante de microbleeds, devraient poser réflexion, puisqu'il semble que la présence d'un certain nombre de microbleeds est associée à un surrisque d'hémorragie cérébrale et de plus mauvais pronostics à long terme, comparativement aux patients qui n'en ont pas et qui ne seraient pas vus en scanner. Il semble que peut-être, voilà. Alors ensuite, diagnostic positif de l'AVC. Alors on oppose toujours le scanner sans injection, là, donc sur l'image de gauche. Effectivement, ça c'est ancien, ça. On ne fait plus ça. On fait le scanner sans injection pour voir l'hémorragie. Est-ce que c'est pour voir l'AVC? Non, c'est le scanner pour les aveugles, ça on ne voit rien. Et alors on nous montre la diffusion sur l'image de droite, où on voit parfaitement un gamin de 5 ans voit à droite, on le voit quand même, mais bon, il faut déjà regarder un peu. Alors que là, à l'IRM, c'est pour les gens simples, c'est l'AVC pour les nuls, donc l'AVC pour les nuls, on voit ça. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les AVC, il y en a 15 000 sortes d'AVC. On a toujours dit, il y a un vaisseau bouché, il y a un déficit, il y a un AVC, c'est en diffusion, puis voilà. Mais en fait, c'est pas ça. L'AVC, c'est pas ça. L'AVC, il y en a des milliers. On fait des occlusions vasculaires proximales, distales, il y a des bouts de diffusion, mais tout le reste du cerveau autour. Qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça, là? On n'en sait rien. Est-ce qu'il faut le traiter, ce patient? On n'en sait rien. Est-ce que ça, c'est déjà mort? Est-ce que ça va récupérer? On n'en sait rien. On ne sait pas grand-chose, en fait. Tout ce qu'on nous dit, c'est un AVC, mais sur le plan pratique, ça ne nous sert à rien. Et on ne comprend rien. Et c'est pour ça qu'on n'avance pas, c'est parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc, pour comprendre ce qui se passe dans la circulation cérébrale, qu'est-ce qu'il faut? De la perfusion. J'ai cru comprendre que dans le foie, par exemple, c'était intéressant. Eh bien, dans le cerveau, ça l'est encore plus, parce que c'est plus simple. Alors, évidemment, il faut réfléchir un peu plus. La suivante. Alors, voilà, pareil. Ça, c'est toi, je crois, c'est ça, oui. Donc c'est vrai que la diffusion, ça pose question et on a du mal à définir la zone réellement qui va évoluer vers la nécrose après une reperfusion efficace. Cependant, dans certaines situations, en particulier toute la pathologie vasculaire de la fosse cérébrale postérieure, ou avec une résolution plus faible du scanner et des artefacts importants par les zones osseuses environnantes, clairement, l'IRM a une supériorité pour rechercher par exemple une occlusion artérielle, comme une occlusion du tronc basilaire que vous voyez ici, avec une séquence 3D TOF classique, et on voit bien cette atteinte ischémique focale hémiprotubérantielle, contrairement alors que le patient, s'il avait réalisé un scanner, on n'aurait pas vu cette atteinte ischémique. Oui, on aurait pu dire, mon collègue aurait pu vous dire qu'on aurait redressé le diagnostic par l'angioscanner en visualisant l'occlusion du tronc basilaire, mais clairement, à l'heure actuelle, l'atteinte ischémique initiale est un facteur pronostique important et certains patients avec un volume ischémique important avant traitement ne doivent pas bénéficier d'une certaine stratégie de reperfusion. Donc finalement, c'est une chose importante de connaître cette atteinte ischémique ou pas avant une stratégie de reperfusion.
Majesté, je peux dire un mot? Oui, bien sûr, bien Alors, sûr, bien vous sûr. voyez là sur le tronc cérebral, bon certes, mais un angioscanner aurait montré l'occlusion du vaisseau, on n'aurait pas réfléchi 3 heures pour savoir est-ce que c'est un peu blanc dans la protubérance ou pas, puis on y serait allé, on l'aurait débouché comme Alors, vous moi, savez. bon, j'avoue que j'ai recueilli un témoignage d'une ancienne collègue de M. Rigolfi, le professeur Revel, qui, dans une autre vie, fut neuroradiologue quand même. Hein. Voilà, donc on ne la lui fait pas. Et un matin, elle croise son collègue, le docteur Rigolfi, elle lui demande « Ça a été ta garde ?» Qu'est-ce qu'il lui dit ? « Ouais, je viens de déboucher un tronc basilaire. » Et en fait, voilà, il y avait une jeune femme de 30 ans qui a fait un coma brutal. Par miracle, elle a eu un scanner tout de suite. Avec son œil perçant, il a repéré l'hyperdensité du tronc basilaire. Ni une ni deux, schlaf dans la salle d'angio et je t'enlève le caillot. Elle a récupéré sans aucune séquelle. Bravo. Depuis, pour moi, Frédéric Rigolfi est un héros. Et moi, je voudrais ajouter que les dysarthriques, j'arrive à les faire parler. Donc il y a une supériorité claire et nette dans les premières heures de l'ischémie sur la diffusion, mais c'est vrai, comme disait Frédéric, il y a une question, est-ce qu'il est important finalement de délimiter de manière précise la taille de l'ischémie initiale? Et probablement que non, ce n'est pas si important que ça, puisqu'on voit dans l'étude TRACE que même les gros volumes, c'est-à-dire avec une atteinte ischémique importante, tirent un bénéfice de la thrombectomie. Donc ça, c'est encore un sujet qui pose débat et dont la décision n'est pas clairement finalisée. Alors, diagnostic positif de l'AVC est pénombre, puisque vous savez que le seul intérêt de traiter les AVC, c'est d'éviter que la zone ischémiée, mais qui n'est pas encore morte, ne finisse par mourir. Et donc cette pénombre, il faut l'avoir par des modèles de perfusion. On n'a pas tellement d'autres choix, il n'y a rien d'autre. Alors, voir l'AVC, là, c'est bon. En perfusion, vous voyez, c'est le même patient qui a eu une IRM et une perfusion cérébrale. Vous voyez que la zone ischémiée définitive telle que la diffusion est strictement superposable à l'imagerie de perfusion. Donc ça dépend des paramètres que l'on prend, mais globalement c'est le cas. Et donc on a les mêmes renseignements sur le tissu mort. Mais en plus, on voit que là, seule cette région-là est morte. Tout le reste circule normalement et donc il n'y a pas ce que l'on appelle de mismatch, c'est-à-dire de différence entre le tissu mort et le tissu qui pourrait être sauvé. Donc là, par exemple, ça ne sert à rien d'aller faire un traitement. Voilà. Alors, pour vous dire la pénombre, comment ça se passe, c'est-à-dire que en IRM, pourquoi on n'arrive pas à le faire en IRM en perfusion? Parce que la perfusion en IRM est mauvaise. Bon, c'est mauvais, voilà, c'est mauvais, c'est mauvais. En cerveau, on le fait avec du T2, donc c'est l'effet T2 du Gado, donc c'est noir. Et donc il faut voir plus noir que noir, donc c'est très sombre et obscur, le noir. Ouais. Par contre, pour bien voir la pénombre au scanner, on est plutôt dans 50 nuances de gris ou de couleur, ce qui là est nettement plus sexy et intéressant. Donc globalement, on arrive à avoir en scanner, dans la perfusion, une quantification absolue, une visualisation parfaite du trouble de la perfusion, et donc d'avoir une remarquable caractérisation du mismatch. Donc oui, la perfusion en scanner, c'est très intéressant. Cependant, ce que ça nécessite un certain temps. Vous voyez, en moyenne, ça nécessite 15 minutes, puisque la perfusion, ce n'est pas uniquement l'acquisition, mais il y a tout le post-traitement derrière qui est à prendre en compte, jusqu'avant la prise de décision. Est-ce qu'on fait une reperfusion ou pas? Et donc, c'est 13 minutes de perdu. Or, quand on voit que le temps, c'est important, puisque chaque 5 minutes de perdu, c'est un patient sur 100 qui aura un plus mauvais pronostic. Donc, la perfusion prend du temps et n'est pas standardisée en termes de procédure ultérieurement. Alors, pour visualiser l'occlusion vasculaire, je reviens sur le scanner. Quoi de mieux qu'un angioscanner pour voir un vaisseau bouché, sténosé, rétréci? Voilà, il n'y a pas mieux. L'IRM, c'est juste un flux, le TOF, voilà, on ne sait pas ce qu'il y a en aval, on voit l'occlusion, mais après on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça circule? Est-ce que le vaisseau est ouvert ou pas? Tout ça, on ne le sait pas. Quelle est la collatéralité? Comment ça se passe? Je voyais ici, par exemple, attends, j'ai fait un truc là. Là, on a ici une occlusion du segment M1 de l'artère cérébrale moyenne, ce que l'on recherche pour le traiter, mais on voit les vaisseaux distaux, donc on peut clairement dire, c'est bouché de là à là. Donc on a vraiment la longueur du caillot, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on fait. Clairement, le scanner est la méthode la plus fiable pour étudier la circulation collatérale et l'occlusion vasculaire. Donc l'occlusion vasculaire est également visible en IRM, mais à la fois donc sur les séquences angiographiques où on voit bien cette occlusion, mais également par des séquences anatomiques où on voit directement le thrombus sur des séquences sensibles, comme le T2 étoile ici, on voit le thrombus, et puis des signes indirects sur
des flux lents en distalité. Contrairement à l'angioscanner où on ne voit pas le thrombus directement, on voit ce flux, cet arrêt de flux focal, mais le thrombus n'est pas clairement individualisé, et donc on peut bien mesurer la longueur du thrombus sur les séquences en T2 étoiles. Il me paraît bien obscur, ce thrombus. Et donc, cette limite de flux est également rapportée en angioscanner où l'acquisition est dynamique et dans certaines situations, on peut avoir une absence de flux dans la carotide interne et distale, mais finalement, c'est des patients qu'on prend en angiographie et l'occlusion n'est pas au niveau cervical, mais clairement en intracrânien. Donc, il y a la même limite qu'en IRM avec cette séquence de flux dans certaines indications. Donc, où est le thrombus? Oui, l'angioscanner voit très bien le thrombus sur des occlusions proximales. Par contre, sur l'occlusion distale, ça va être dépassé. Et sur les séquences anatomiques, comme je vous ai montré, T2 étoiles, on observe une occlusion distale. Et puis sur les flux lents, des signes indirects. Alors que sur cet équivalent d'angioscanner, une occlusion distale ne serait pas visible. Alors, c'est vrai, quand il y a des occlusions de siphon et que la carotide ne circule pas bien, comme vous le voyez ici, là, on voit une plaque, mais on voit que la carotide s'atténue progressivement. Il y a une occlusion du siphon, on voit bien. Alors, effectivement, on pourrait ne pas savoir, mais dans ces cas-là, on fait toujours dans l'exploration, donc le sans injection, la perfusion, l'angioscan, et on fait un scanner cérébral un peu tardif, ce qui fait qu'on voit se réinjecter la carotide progressivement parce qu'elle n'est pas thrombosée. Donc ça nous apporte pas mal de choses. Et vous voyez que par ailleurs, on peut parfaitement voir quand il y a une occlusion calcifiée à la carotide ou par exemple cette crosse là qui est horrible avec plein de thrombus dedans. Et au passage, regardez la position de ce patient. Il va falloir conclure là. Dans la machine. Je ne suis pas sûr qu'il rentre dans l'IRM celui-là. Donc, diagnostic étiologique en IRM sur des atteintes de petite taille qui ne seraient pas visibles en scanner et permet donc une prise en charge directe. Et puis également sur des patients jeunes, des dissections où on voit directement l'hématome neural qui signe la dissection carotidienne, contrairement au scanner qui ne permet pas de voir cet hématome de paroi. Bon, et puis on peut aller plus loin maintenant qu'on a des scanners performants, puisqu'on a injecté le produit de contraste. Et si vous avez la chance d'avoir un WAN, comme Obi. WAN, ouais. À ce moment-là, si vous avez un WAN, eh ben, vous avez donc tout le cœur en une fois, et donc vous pouvez voir vous faites en même temps le cœur, et puis vous pouvez voir un thrombus dans l'auricule, ce qui change complètement la thérapeutique, puisque là, il va falloir mettre des anticoagulants tout de suite. Et donc, en quelques secondes, vous avez tout, le diagnostic, la prise en charge thérapeutique qui va, qu'elle soit thérapeutique, médicamenteuse ou interventionnelle. Il nous reste vite une conclusion. Donc globalement, le scanner à l'ischémie, c'est le sans injection. Pour voir le diagnostic positif de l'AVC, c'est le CT perfusion. Pour voir l'occlusion vasculaire, c'est l'angioscanner de la crosse de l'aorte en intracrâne. Le délai tissulaire, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'on peut encore traiter les patients parce qu'il y a du tissu à sauver, c'est le scanner de perfusion. Et l'étiologie, vous voyez, on fait l'angioscan et le scanner cardiaque, et puis on a tout. Alors, on pourrait dire, mais alors, quand on n'a pas de perfusion, comment on fait? Voilà. Il y a la scanner de perfusion du pauvre, c'est ce qu'on appelle on nous demande on a des voilà. Signes pour nous dire d'arrêter. Donc en IRM aussi, on peut aller rapidement avec des séquences de moins de 10 minutes. La question, est-ce que le scanner est finalement si rapide que ça? Et quand on regarde dans la littérature, l'IRM, c'est 4 minutes de plus que le scanner sans délai de prise en charge. Et donc, mais pour conclure, est-ce qu'il y a un vrai débat entre le scanner et l'IRM à l'heure actuelle? Je ne pense pas. Ce qu'il faut, c'est aller vite. Et probablement, donc, ultérieurement, peut-être qu'on passera même plus par l'imagerie et certains patients seront directement admis en salle d'angiographie et ne passeront plus pour la case imagerie. Et donc, ça sera évalué dans les années à venir. Je vous remercie.